avez peut-être vu quand même ces estimations qui sont sorties dans la presse, qui ont été reprises par Thierry Breton. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être calculé comme ça, mais selon lesquelles la dissolution de Macron et tout le bordel qui en a suivi aurait coûté à l'économie française 15 à 20 milliards d'euros. C'est un moment politique et économique d'une intensité rare. Un gouvernement sur la corde raide menacé par plusieurs motions de censure, un budget 2026 déjà qualifié de terriblement mauvais par l'opposition et une France plus fracturée que jamais sur la question des retraites. Dans un geste inédit, Sébastien Lecornu a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle, espérant ainsi désamorcer la crise politique et obtenir un sursis face à la censure. Mais ce compromis qui divise jusque dans la majorité ne convainc ni la gauche ni le Rassemblement national. Sur le plan économique, le gouvernement promet des économies, une baisse des dépenses de l'État, une fiscalité accrue pour les plus aisés, la suppression de 3000 postes publics et le gel des retraites et des prestations sociales, un budget d'austérité ou un acte de responsabilité. Et bien pendant ce temps, la France, elle, s'enfonce dans une instabilité politique inédite. 4 premiers ministres en un an, un président affaibli, une opposition éclatée mais conquérante et une société en plat doute. Et derrière ces turbulences institutionnelles, c'est peut-être une crise plus profonde qui se joue, celle du modèle français, tiraillé entre le poids de la dette, la perte de souveraineté économique et une crise d'identité nationale. Alors, où va la France entre rigueur budgétaire, crise de confiance et recomposition politique? Le pays semble à un tournant et pour en débattre maintenant, aujourd'hui, 2 voix fortes, 2 lectures différentes d'un même pays. François Asselineau, président de l'UPR, défenseur d'une souveraineté nationale intégrale, et Philippe Béchade, économiste et chroniqueur financier, observateur critique des marchés et des politiques économiques. Ensemble, ils vont décrypter ce budget 2026, la suspension des retraites et la crise politique qui secoue la 5e République. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour. Merci beaucoup. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe, bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux des habitués du plateau de TV Silence et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Monsieur Asselineau, quand vous entendez baisse des dépenses publiques, gel des retraites, mais aussi suspension de la réforme, est-ce encore un choix souverain ou un pansement dicté, apposé par Bruxelles? Oh, il y a beaucoup de choses à la fois. C'est effectivement, on est totalement en dehors des clous, vous le savez. On a un déficit budgétaire qui va être de l'ordre de 5% du PIB. On continue à s'endetter d'ailleurs. On va lever cette année plus de 300 milliards d'euros sur les marchés financiers. Donc la France continue à s'endetter. On avait parlé d'ailleurs de la rigueur de François Bayrou il y a encore quelques mois. La rigueur en question ne consistait à continuer à s'endetter. Parce que pour que la France commence à se désendetter, il faudrait à diminuer le déficit, faire des économies de 140 milliards d'euros, et non pas de 40 milliards comme l'avait prévu François Bayrou, sur lequel d'ailleurs il a chuté. Moi, il y a 2-3 éléments que je voudrais dire sur ce budget, c'est qu'il y a eu une focalisation très politicienne sur une seule question, qui est la question des retraites. Bon, la question des retraites, c'est un sujet qui est effectivement un sujet important. Enfin, il y a bien d'autres sujets. Il y a des sujets et dont l'impact financier est au moins aussi important, voire bien davantage. J'ai vu que Monsieur Lecornu, qui fait ce qu'il peut, hein, on a l'impression, là-dedans, moi, il me fait penser un peu à Jacques Villeray dans le Dîner de cons, voilà. C'est-à-dire, on a l'impression d'un brave homme et qui est complètement, il joue un peu ce rôle, hein, voilà. Il a transformé le gaullisme en une espèce de souffre-douleur, voilà. Donc, il joue ça. Il explique que cette réforme des retraites, elle est suspendue. Alors, déjà suspendue, on ne sait pas ce que ça veut dire. Suspendue jusqu'en 2027, jusqu'à l'élection présidentielle. Il y a peut-être d'ailleurs des arrière-pensées sur sa propre carrière, au passage. Et il dit que ça va coûter 400 à 500 millions d'euros dès cette année, et 1,8 milliard d'euros l'année prochaine. On va faire des économies, alors tout le monde s'excite, alors à droite, on dit, vous vous rendez compte, c'est pas raisonnable, etc. Vous avez peut-être vu quand même ces estimations qui sont sorties dans la presse, qui ont été reprises par Thierry Breton. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être calculé comme ça, mais selon lesquelles la dissolution de Macron et tout le bordel qui en a suivi aurait coûté à l'économie française 15 à 20 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? C'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc là, on parle de 500 millions, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Et puis, je rappelle quand même qu'on a affaire à des gens qui poussent des cris d'orfraie parce qu'il serait question de 500 millions ou 1,8 milliard l'année prochaine. On a affaire à des gens qui ont toléré, droite et gauche en fait, l'endettement de plus de 1000 milliards d'euros par Macron dans la foulée du Covid.
Donc il y a un problème de proportion, et moi je suis d'accord sur ce coup-là avec le nouveau prix Nobel d'économie. Enfin, c'est pas un prix Nobel stricto sensu, vous savez. Et puis c'est pas vraiment un prix Nobel, c'est le prix de la Banque de Suède en nom d'Alfred Nobel, parce que Nobel n'avait pas prévu de prix Nobel d'économie. Enfin bref, on l'appelle le prix Nobel d'économie, Monsieur Aguillot, qui a dit que c'était pas très cher en fait ce qui se passe. Voilà. Donc moi ce que je vois, c'est qu'il y a une focalisation très politicienne qui a été faite là-dessus. On a mis de côté des sujets extraordinairement importants comme ceux que la personne qui nous a précédés a dit. Voilà, l'effondrement en matière immobilière, la guerre en Ukraine. À combien on en est de milliards et de dizaines de milliards qu'on a versés à Zelensky? Combien d'ailleurs se sont terminés par des achats de Maybach ou de Mercedes que l'on trouve à Monaco immatriculés en Ukraine? Et puis sans compter tout l'immobilier. On ne dit pas également sur quels sont les coûts que vont représenter, par exemple, l'augmentation des droits de douane. On ne parle pas du coût du marché de l'énergie. On ne parle pas de l'effondrement du niveau de vie des Français. On ne parle pas de l'immigration torrentielle. On ne parle pas de l'insécurité. On est quand même face à un nouveau gouvernement. Donc il y a eu en fait un truc là-dedans. Moi, c'est en tout cas mon interprétation, c'est qu'il y a des réseaux entre les Républicains et le PS et Macron. Ils ont fait une chorégraphie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire semblant de forcer la main à ce pauvre Jacques Villeray qui est à Matignon et qui fait ce qu'il peut, etc., qui prend cet air un petit peu bonasse. On va faire semblant de lui forcer la main sur la question des retraites. On a la CGT, la CFDT, FO qui vont dire « Ah, quelle victoire, quelle victoire !» On va avoir LR qui va faire semblant de protester. Et puis au bout du compte, LR ne va pas voter la censure et puis le PS non plus. Et en voiture Simone, M. Macron peut faire ce qu'il souhaite, c'est-à-dire rester s'accrocher comme un bernique sur son rocher jusqu'en 2027. Moi, c'est ça que je vois. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Là, on parle quand même, je signale qu'on parle, on est mercredi 15 octobre. Les 2 motions de censure vont être votées demain, jeudi 16 octobre, à l'Assemblée nationale. Quand on fait les comptes, on est sûr, il faut 289 voix pour faire chuter le gouvernement. Quand on fait les comptes, on est sûr qu'il y aura à peu près, parce qu'il y aura une très forte discipline de vote au Rassemblement national, à LFI, au PC et à ELV, on est sûr qu'il y aura 265 voix contre. Il n'y a que 24 voix. Exactement. Or, est-ce qu'au PS, il y a déjà des PS qui ont dit qu'ils allaient voter la censure. PS, ils ont, je crois, 63 députés. Est-ce qu'à LR, il ne va pas y avoir aussi des gens qui vont voter la censure? Est-ce que parmi les non-inscrits, il ne va pas y avoir des qui vont voter la censure? Est-ce que dans le groupe Lyotte, etc. Moi, j'en sais rien. Donc, il n'est pas tout à fait exclu. A priori, je pense qu'ils ont fait du réseautage pour que ça passe, mais que ça passe juste. Il n'est pas totalement exclu, on verra ça demain, qu'à quelques voix près, le gouvernement chute. Et à ce moment-là, on a la dissolution, en tout cas si Macron s'en tient à ce qu'il a dit. Alors, Monsieur Asselineau, vous parlez de comédie politique. Philippe Béchade, est-ce que ce projet de budget 2026 est crédible économiquement selon vous, ou bien est-ce qu'on est dans une forme de théâtre budgétaire? Si c'est le théâtre, c'est Guignol, mais la crédibilité, il faut analyser les hypothèses de dépenses et de recettes. Les recettes, elles sont très conditionnées par le niveau de croissance et de recettes fiscales. Bon, on sait qu'on monte le curseur de 15 milliards. Les dépenses, là, on est déjà sur une augmentation des dépenses. Donc là, on sait que ça, c'est acté. Les recettes, on n'en sait rien. Si on a un épisode politique chaotique suite à une dissolution, alors elle semblait aller littéralement de soi, puisque les 2 groupes qui permettent qu'elle n'ait pas lieu, il y en a un qui pèse 1,7%, et l'autre, il est fracturé au sein des LR. Il y a la tendance Wauquiez, et puis il y a les autres qui ne sont pas du tout d'accord pour soutenir le gouvernement. Donc si on fractionne LR, qui pèse déjà plus grand-chose, en 2, ça fait 4%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 6% de la représentation nationale tient en otage la totalité des Français, évidemment, en complicité avec ce qu'on appelle le bloc central, qui
n'a pas été balayé lors de la première dissolution grâce à la mobilisation des castors. Mais là, s'il y avait une dissolution, tous ceux qui aujourd'hui s'y opposent en expliquant qu'on irait au chaos, c'est parce qu'eux, ils partiraient à la poubelle. Et il y en a certains qui disparaîtraient dans les poubelles de l'histoire en tant que groupe parlementaire. Ils savent, et je pense que des socialistes aux républicains qui ont trahi tout le monde, qui ont trahi Fillon, qui ont trahi leurs électeurs, qui se sont ralliés à Macron, ces gens-là ne pèseraient plus rien. Et trahissent Macron d'ailleurs. Certains, oui. Donc pour en revenir à la question du budget, le point de vue économique, on est exactement dans la même problématique que 2023-2024. Deux budgets passés à coût de 49,3 sur des hypothèses de recettes totalement fantaisistes. Par contre, avec des dépenses qui, elles, continuaient de courir, parce qu'il faut effectivement... Alors, non pas seulement acheter la paix sociale, il faut acheter le soutien de ses complices. C'est une vraie mafia. Enfin, le fonctionnement du gouvernement depuis 2 ans est un fonctionnement mafieux. Donc, on n'achète pas seulement la paix sociale, on achète par tous les moyens le soutien de ceux qui pèsent 1,5%, 2% et grâce auxquels vous survivez politiquement. C'est ça l'histoire de la politique française. Et les 49,3, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas sûr de pouvoir effectivement offrir aux complices ce dont ils avaient envie. Voilà. Donc, on a passé 2023-2024, 2 budgets qui étaient... Mais s'ils avaient été examinés, 1, par le Parlement, et 2, également par Bruxelles, ça ne serait jamais passé. On se serait dit, mais là ça, c'est pas possible. Vous allez à 5% de déficit, là. C'est mathématique. Donc, grâce au 49.3, c'est passé. Mais là, je vous fais le pari que si on n'arrive pas à s'entendre sur le budget... et qu'il faut encore faire des concessions aux uns et aux autres, parce qu'il y a des tas de mesures sur lesquelles nous allons certainement revenir dans quelques instants, qui vont pas être populaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous attend là, juste avant Noël, ça sera l'article 47. Et c'était déjà le cas avec Bayrou. C'est-à-dire que si on n'avait pas pu recourir au 49.3 parce que le risque de dissolution était trop grand, on pouvait, et je pense que le président est prêt à nous dégainer une nouvelle fois, l'article 47. Et il aura de nouveau, comme on dit, il aura endormi tout le monde, détourné l'attention avec d'un côté les retraites, de l'autre attention au chaos sur les marchés de taux, les agences qui vont nous dégrader, etc. Alors que la réalité, c'est que on va passer à un budget où rien ne va faire avancer le pays. Voilà, pour résumer. Donc, ok, merci. Donc, on a la question à la réponse à la fin. Monsieur Asselineau, justement, vous finissiez en disant que tout ce cirque, toute cette comédie va permettre à Emmanuel Macron de rester accroché au pouvoir comme une bernicle à son rocher. Autrement dit, on peut comprendre que vous décrivez la France comme prisonnière d'une forme de présidentialisme aigu. Est-ce qu'on peut en sortir ? Est-ce que la Ve République peut sortir enfin de cet hyper-présidentialisme, et comment ? Alors, la Ve République, d'abord, elle a été beaucoup dégradée, défigurée depuis 1958, je le rappelle. Elle pose, l'expérience historique montre qu'elle pose quand même un problème, en effet, qui est qu'elle donne énormément de pouvoir au président de la République. Bien. Mais ça avait été fait, ça a d'ailleurs été déjà fait, c'était le but pour avoir un État qui fonctionne par rapport à la 4e République, où là on est retombé dans la 4e République. Bien. Mais le problème qu'il y a dans la 5e République, c'est qu'il faut que le chef de l'État ait de là ce qu'on appelait sous la Rome antique virtus, de la vertu, une espèce de vertu romaine qu'il s'applique à appliquer en conscience et avec éthique le principe même de la démocratie. C'est-à-dire que, par exemple, De Gaulle, en 1969, lorsque le référendum qu'il avait promu a obtenu simplement 47% de oui, il a présenté sa démission alors que rien ne lui forçait. Bon, et il l'a fait parce qu'il a estimé qu'il n'avait plus le soutien majoritaire du peuple qui lui permettait en conscience d'exercer les fonctions qu'il avait. Bien. Or, maintenant, on n'est plus du tout dans ce schéma pour 2 raisons. D'une part,
Parce que entre ce qu'était le président de la République en 1958 et ses pouvoirs, ce que c'est devenu maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, le problème qui se pose au sommet de l'État, on en parlait en préambule, c'est qu'il y a eu les transferts de souveraineté. Quand on appelle les transferts de souveraineté, c'est-à-dire qu'on a donné à d'autres le pouvoir de décider de ce que l'on va suivre, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui fixe la lignée générale dans un très grand nombre de domaines, industriels, agricoles, immigration, politique étrangère, fiscalité, grandes orientations des politiques économiques, en vertu des traités européens. Et puis on a donné à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire et également le rachat ou pas sur le marché secondaire des obligations assimilables du Trésor, que d'évoquer le prédécesseur, avec cet aléa moral qui fait que on est une espèce de passager clandestin, c'est-à-dire que par idéologie, l'euro est une monnaie idéologique qui fait que les autres ne peuvent pas faire en sorte que la France soit dégagée, et la France, au lieu de se tenir correctement à table, si vous voulez, on met les pieds sur la table, et voilà, donc il y a une espèce de tension qui monte entre les pays du Nord et puis la France. Mais au total de tout ça, le président de la République française, il a plus grand pouvoir. Donc j'ajoute en plus que son mandat réduit à 5 ans fait qu'il se marche sur les pieds avec le Premier ministre, et parce que De Gaulle avait voulu une diarchie, comme on l'avait dit, c'est-à-dire le président de la République avait 7 ans, il s'occupait de l'essentiel, alors que le Premier ministre, en vertu de l'article 20 de la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation. Et donc De Gaulle, lorsqu'il y avait De Gaulle et Pompidou, De Gaulle, lui, c'était les grandes affaires géostratégiques. C'était les relations avec les États-Unis, avec l'URSS, avec la reconnaissance de la Chine populaire, avec l'OTAN, etc. Et Pompidou, lui, c'était la politique industrielle, la politique économique. Donc Pompidou se ramassait, si j'ose dire, le discrédit inhérent à toute politique au jour le jour. Voilà. C'était ainsi conçu. Mais maintenant, le pouvoir est parti, comme je l'ai dit ailleurs, et deux, le raccourcissement du mandat du président de la République font que il a exactement à peu près la même durée, il devrait avoir la même durée que le Premier ministre. Le Premier ministre est donc devenu, du fait de la perte de pouvoir et du fait que le président de la République a moins de temps à s'occuper de ça et qu'il ne s'occupe plus des grands sujets stratégiques puisqu'ils ont été piqués par d'autres, en fait, le Premier ministre est devenu une espèce de directeur de cabinet, pour ne pas dire de chef de cabinet. Et on voit une espèce de dégradation au fil du temps. Alors ça, c'est le premier problème fondamental. Le deuxième problème fondamental, c'est que malheureusement, et ça c'est je pense le vice caché de la Constitution de la Ve République, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pour être à la tête de l'État, il faut avoir un homme d'État. Voilà. Si on a un imposteur, si on a un cas psychiatrique, c'est un vrai problème. Vous savez, ça fait penser à... Il y a un beau proverbe, ce n'est pas un proverbe chinois, c'est un des 36 stratagèmes chinois qui dit que face à l'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête. Voilà. Et en France, le processus de sélection du président de la République pose un vrai problème. Pose un vrai problème parce que c'est maintenant des forces étrangères, je dis bien des forces étrangères, ont bien compris il suffisait de changer le général qui était à la tête pour bousiller l'armée. C'est ce qui s'est passé avec Macron. Macron ne sait pas qui c'est. Il y a même des doutes d'ailleurs sur ses parents. On ne sait pas qui c'est en fait. Il y a beaucoup d'investigations sur son épouse, mais sur lui, en fait, on ne sait pas très bien qui c'est, Macron. Il y a tout un flou artistique sur comment il est entré à l'ENA, comment il est sorti. J'ai vu il avait dit qu'il avait fait normal sup, c'est pas vrai. Enfin, il y a tout un flou sur Macron. Il y a tout un flou sur le financement de sa campagne. Il y a tout un flou sur le fait que pourquoi est-ce qu'il a été catapulté comme ça par tous les médias? Pourquoi tous les médias, tous les instituts de sondage l'ont catapulté? Et d'ailleurs, maintenant, vous avez vu que tout le monde met les pouces vers le bas. L'oligarchie internationale, l'oligarchie euro-atlantiste qui l'a poussé maintenant veut qu'il dégage. Sauf que c'est un malfaisant et au lieu de s'appliquer ce qu'il devrait faire, il devrait avoir la décence de se retirer, bien entendu, de démissionner. Eh bien, il reste accroché. Il ne le fera pas. Et en plus de ça, on a une classe politique, Rassemblement national compris, qui refuse de lancer la destitution. Il n'y a que LFI qui le fait. Donc normalement, face à tout ce qu'il a fait depuis 8 ans, mais Macron devrait, en vertu de l'article 68 de la Constitution, devrait être destitué. Et même le Rassemblement national ne le fait pas. Donc il reste accroché.
jusqu'au bout pour mener une politique délirante. Le problème qui se pose, et moi, si vous voulez, j'essaie de voir un petit peu plus loin, c'est qu'on risque d'avoir la même chose pour 2027. C'est que actuellement, vous avez les mêmes forces oligarchiques qui sont en train d'essayer de promouvoir les candidats qu'ils veulent à l'Élysée. On fait mousser, par exemple, M. Glucksmann, que j'appellerais M. Salamé, par exemple, à moins que Mme Salamé soit M. Glucksmann. C'est une nullité, ce type. Tout le monde le sait. C'est un crétin, il est surnommé Glu-Glu. Il a fait une réunion politique que j'ai vue il y a quelque temps. Il a eu 300 personnes. Tous les médias français, tous les instituts de sondage vous vous rendez compte, il a fait sa rentrée politique. Nous, à Valère, en Indre-et-Loire, on avait 800 personnes. Il n'y a pas un seul média français qui est venu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce scandale? Monsieur Glucksmann est un agent de l'étranger. Il a travaillé avec Saakashvili, président de la Géorgie, qui était un agent de la CIA. Après ça, il est allé en Ukraine. Monsieur Glucksmann, c'est quelqu'un qui dénonce le prétendu génocide des Ouïghours en Chine, mais qui ne voit pas du tout de génocide à Gaza. Monsieur Glucksmann, c'est quelqu'un qui mène une politique pour le compte d'autrui. Eh bien, c'est lui qui va être promu. On voit que Mme Léa Salamé, qui d'ailleurs est aussi nulle que lui-même en politique, elle, c'est dans les médias, vous avez vu les scandales, elle enchaîne tous les scandales. Tous les jours, elle fait des fausses nouvelles sur quand même le journal télévisé de 20 heures de la plus grande chaîne de télévision publique française. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, dont on sait que son père est un agent de Soros et compagnie? Il est là le problème de la France. Le problème, c'est que nous avons une constitution qui avait été conçue pour un président de la République émanant de la population, avec une espèce de libre concours, il y aurait eu un libre débat, des débats approfondis, puis tous les Français auraient connu qui se présentait, alors que maintenant, eh bien les Français, tout va être fait pour qu'ils aient le choix entre Glucksmann ou bien Édouard Philippe, voilà, et peut-être Bardella en vedette américaine. Et je prends le mot vedette américaine dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Pour conclure sur ce passage sur la présidentielle, je voudrais dire un petit mot. Je n'ai pas vu ça marqué dans les médias, mais moi, je pense que M. Édouard Philippe et M. Attal ne doivent pas regarder d'un très bon œil l'apparition comme ça de Monsieur Lecornu. Voilà. Parce que il y a les sondages qui montrent qu'Édouard Philippe, d'abord les sondages étaient gonflés à l'extrême. Moi, j'ai jamais vu autour de moi des gens qui en pincent pour Édouard Philippe. On nous explique que Édouard Philippe était l'homme politique préféré des Français. Pas des éborgnés. Ouais. Pas des éborgnés, exactement. Moi, j'avais notre chaîne de télévision, on a 503 000 abonnés. Monsieur Édouard Philippe, je crois qu'il a 6 000 ou 5 000 abonnés. Enfin, c'est bon pour montrer que les gens votent avec les pieds sur Internet. Bon. Mais Édouard Philippe, si j'ai bien vu les gazettes, il commence à s'inquiéter parce que il commence à être oublié. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pour ça son coup de sang sur le fait que Macron doit démissionner. Mais oui, c'est pour ça que je pense, si vous voulez. Alors, je pense que le scrutin demain aura lieu à visage découvert. Je crois pas que normalement c'est ça. Je ne sais pas si dans les règlements de l'Assemblée, il peut y avoir un scrutin à plein secret. Je ne suis pas sûr. Mais je pense que, si vous voulez, Édouard Philippe aimerait beaucoup que Lecornu tombe. Parce que si Lecornu est maintenu... Donc ça veut dire que, vous voyez, c'est officiellement horizon à 3 ministres, mais je pense que l'intérêt personnel d'Édouard Philippe, c'est que Lecornu tombe. Je pense que à mon avis, Édouard Philippe comme Gabriel Attal doivent avoir des sueurs froides en ce moment en se disant il faudrait quand même pas que Lecornu, vous savez, c'est comme l'huître et les plaideurs, la fable de La Fontaine, arrive à se maintenir jusqu'en 2027 avec son petit côté Jacques Villeray, le Jacques Villeray du gaullisme, vous savez, moi je fais ce que je peux, etc. Il donne l'impression plutôt du bon gars par rapport aux deux précédents, et que finalement il arrive en 2027 en disant finalement je vais me présenter pour poursuivre le truc. Et donc je pense qu'il va y avoir des coups fourrés venant de son propre camp. Mais alors justement, Monsieur Béchat, Philippe Béchat, dans ce contexte de coups fourrés, de président malfaisant, économiquement, c'est très bancal, c'est très dangereux, c'est très instable. Vous tirez la sonnette d'alarme depuis longtemps, je le sais, mais encore plus maintenant. Si on a une surprise lors du vote d'une des deux motions de censure, on va tomber effectivement d'assez haut. Bon. Surtout qu'on voit, par exemple, le marché parisien revenu à ses meilleurs niveaux depuis le mois d'août, et avant que
on comprenne que le gouvernement Bayrou allait tomber. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ça gagne 2,5 parce que le luxe est en pleine incandescence. Les taux, le spread au AT-Bund est retombé à 80 points. C'est-à-dire qu'en une semaine, ça fait moins 7 points. Donc là, d'un seul coup, on a l'impression que tout va bien. Alors qu'en réalité, alors on l'a dit, démocratiquement, ce à quoi on assiste est une tambouille nauséabonde. Les hypothèses de budget, on en a parlé. On va certainement pas effectivement revenir à 5% ni à 4,5%. On va probablement rester autour de 6 ou 7. Et c'est vrai qu'en cas de dissolution, ça va encore nous coûter 0,5 points de croissance, 0,8 points de croissance. Autrement dit, il y aura à la fin de l'année, il y aura pas de croissance. Mais est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il faut pas crever l'abcès ? Est-ce qu'on est condamné à une douleur sans fin ? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, comme on dit, une fin dans la douleur ? Alors, le calcul de l'Élysée, c'est que si jamais il y avait dissolution, on se retrouverait à nouveau avec 3 blocs et la possibilité de constituer une majorité. Moi, je pense que ce qu'on appelle le bloc central serait réduit non plus ça serait plus un bloc, ça deviendrait un gravier. Parce que je pense que le groupe socialiste ne serait même plus un groupe. Comme il faut de députés pour être un groupe, mais je pense qu'il les aurait plus. Je pense que tout ce qui ressemble à un ancien membre de la majorité dite présidentielle serait également balayé. Et j'ai pas d'idée, moi, vraiment, de à quoi ressemblerait l'Assemblée, mais je pense que là, l'Élysée perdrait effectivement complètement la main. Et là, il n'y aurait pas beaucoup de solutions, soit effectivement nommer un Premier ministre issu du groupe majoritaire et le laisser gouverner, comme l'ont toujours fait d'ailleurs les vrais présidents. Mitterrand a laissé gouverner Chirac, et Chirac a laissé gouverner Jospin. La preuve, c'est qu'on a eu les 35 heures, on a eu des tas de joyeusetés qu'on continue de payer encore aujourd'hui. Il n'y en a qu'un dont on peut se dire il ne laissera jamais la volonté populaire s'exprimer. On sait, il occupe l'Élysée et, comme dit François, il lâchera rien. Moi, je serais un investisseur du gabarit, de BlackRock, Vanguard, les grands fonds d'investissement, Temasek pour Singapour, le fonds saoudien. J'aimerais être vraiment, comme on dit, la petite souris qui parcourt les couloirs de l'Élysée en ce moment. Alors, par contre, le rôle de BlackRock, on le connaît. Je pense que c'est important d'en parler, puisque, par exemple, l'économiste du Parti socialiste, M. Fibrin, s'est vanté d'avoir fait un grand oral qui a été très apprécié des grands investisseurs. Bon, le plus grand d'entre eux, on sait qui c'est. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, chaque formation politique doit passer son grand oral, non pas devant l'électorat français, mais bien devant ceux qui détiennent notre dette. Et pourquoi les retraites, ça paraît central aujourd'hui ? Parce qu'il y en a un que ça intéresse tout particulièrement pour une future réforme, parce qu'effectivement, ce qui a été fait par Elisabeth Borne et imposé à coup de 49.3, ça va probablement être refondu. Et il faut faire preuve, effectivement, de réalisme. Le système ne peut pas vraiment tenir. Il y en a un que ça intéresse vraiment, parce qu'il voit quel est son intérêt en tant que gestionnaire et, on va dire, comme grand ordonnateur en coulisses, c'est BlackRock. Voilà, donc il faut nommer un petit peu les choses. Aujourd'hui, si vous passez un grand oral devant BlackRock et que vous ne les avez pas convaincus, les médias vous suivront pas, parce que BlackRock a des relais, des moyens de pression qui fait que tel ou tel candidat sera jugé crédible, voire ingénieux, et d'autres, on les dénoncera comme étant un danger, avec eux le chaos, etc. Voilà, aujourd'hui, d'où vient un petit peu l'opinion et la note de crédibilité qui accompagne tel ou tel candidat. Il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que ça soit bien ou mal, on peut en discuter, mais la réalité, et il faut la connaître,
c'est bien celle que je décris. BlackRock, elle en est en pleine publication de résultats aux États-Unis. Les grandes banques américaines ont commencé à publier hier. Donc BlackRock qui a annoncé avoir dépassé 13 400 milliards de dollars de gestion d'actifs, de gestion sous-actifs. C'est gigantesque. Donc ça veut dire quand même que certains croient. 13 400 milliards, c'est 75% du PIB de la Chine. C'est 3 fois le PIB du Japon, enfin ouais, pour vous fixer les choses, et c'est 4 fois et demi le PIB de la France. C'est un des grands problèmes, je pense, du monde occidental, c'est que en fait, par faiblesse, par connivence, par irréflexion, les dirigeants des pays du monde occidental ont progressivement laissé le pouvoir filer depuis les gens qui étaient élus vers des puissances financières absolument inimaginables. 13 400 milliards, c'est absolument considérable. Ça doit être à peu près le PIB de la France étant de 2 900 milliards. Alors on est à quoi? On est à 4 fois et demi le PIB de la France. Donc ça va pas. Ça va pas. Et de ce point de vue-là, il faut regarder, je reviens sur la sélection du chef de l'État. C'est fondamental. Hein. C'est que je ne dis pas que ce sont des modèles, mais regardez comment a été sélectionné Poutine, comment a été sélectionné Xi Jinping dans ces pays qui sont les pays en pleine renaissance, et ce qui est en train de se passer en Chine est une véritable révolution qui va ramener le monde occidental bientôt au rang de pays sous-développés, avec un développement dans tous les domaines de la robotisation, de l'intelligence artificielle, etc. C'est inimaginable ce qui se passe en Chine. Nous, on est perdus dans une espèce de petit provincialisme, avec une espèce de dingo qui est à l'Élysée, qui ne veut pas lâcher prise, alors que le monde ne nous attend pas. Voilà. Et nous sommes détenus, les Français croient voter pour des gens qui les représentent, alors qu'en fait, les Français ne savent pas qui se présente devant eux, et les médias leur présentent uniquement une sélection, voilà, qui a été sélectionnée par Larry Fink. Larry Fink, le président de BlackRock, il y a quelques jours, vous avez vu, il a fait savoir dans une émission de télévision aux États-Unis qu'il va voir les dirigeants avant qu'ils soient nommés, le Premier ministre britannique, etc., pour faire subir ce que Philippe appelle la juste titre, une espèce de grand oral. Comment vous comptez vous y prendre? Mais enfin, c'est dingue. C'est-à-dire que le pouvoir maintenant a filé, alors pas seulement sur la vie. En France, par exemple, vous avez quelques milliardaires qui font ça. Par exemple, CNews avec M. Bolloré qui prétend à donner la parole à tout le monde. Sauf qu'il y a une personne qui n'est jamais invitée, c'est moi. Parce que la politique de CNews et de M. Bolloré, c'est qu'ils voient bien que les Français sont mécontents, donc on va taper sur les Arabes. Les Arabes, matin, midi, soir et la nuit, l'islam, il n'est question que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça. Je ne dis pas que l'immigration n'est pas un problème. Mais enfin, il n'est question que de ça. Et on va pousser des gens comme Philippe de Villiers, vous avez vu, qui a fait une pétition qui d'ailleurs a tourné en eau de boudin. Bon. Mais la pétition de M. de Villiers, elle ne porte pas sur la sortie de l'Union européenne. Elle ne porte pas sur la fin de la libre circulation des capitaux. Ben oui, parce que quand nous on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, il faut notamment rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. C'est justement, on s'attaque directement à ce qui fait la fortune des milliardaires. Monsieur Bolloré, il avait une fortune de 2,1 milliards d'euros en 2009. En 2024, c'est passé à 11,1. Il a multiplié sa fortune, Bolloré, je parle que de Bolloré, on pourrait dire la même chose de Bernard Arnault, de François Pinault, de Bouygues, de Xavier Niel, etc. Bolloré, il a multiplié par 5 sa fortune en 15 ans. Donc, il va surtout pas vouloir sortir de l'Union européenne. Nous avons une classe qui a mis la main sur les médias. D'ailleurs, les médias publics, eux, c'est pareil, parce qu'eux, ils font la politique de Macron, lequel a été sélectionné justement par les mêmes forces. Ils poussent les Français à rester dans l'Union européenne, à rester dans la libre circulation des capitaux, à rester dans l'euro. Tout à l'heure, la personne qui nous a, Pierre Sabatier, qui à juste titre, a fait valoir que l'euro, c'est un véritable problème, mais on n'a pas le droit d'en parler. Mais l'euro pose un problème fondamental, non seulement d'aléa, comme il l'a dit, d'aléa moral, puisque finalement, ça permet au peuple français, plus exactement aux dirigeants français, de faire n'importe quoi en matière d'endettement, en pensant que de toute façon, il y aura toujours la solidarité européenne, une solidarité mafieuse, jusqu'au jour où ça va exploser, cette solidarité. Voilà. Et là, on sera très très mal. Et puis par ailleurs, l'euro,
empêche la forte valorisation de l'euro. Il l'a très bien expliqué, entre le yuan et le dollar qui ont une gestion nationale de leur monnaie. Nous, on n'a pas ça. Donc l'euro est en train à grimper sur les marchés financiers internationaux. On est complètement de moins en moins compétitif. Donc la France, elle est vraiment dans une espèce de tragédie grecque. Parce qu'en plus de ça, on ne peut même pas je vous remercie de m'inviter, mais parce qu'il y a des médias de la sphère Internet qui reçoivent Philippe, qui reçoivent Pierre Sabatier, qui reçoivent des personnalités comme ça. Mais sur les grands médias du pays, c'est interdit. Et quand je vois encore une fois que le débat aujourd'hui, à droite, c'est taper sur les Arabes et à gauche, c'est s'inquiéter des retraites, c'est vraiment se moquer du monde. Le problème, il y a un éléphant dans le couloir qui est que les Français ne décident plus de leur propre destin. Et comme l'avait dit De Gaulle, on ne peut pas durablement imposer une politique à un peuple contre sa volonté profonde. Monsieur Asselineau, vous faites souvent référence, et c'est très bien, à Pierre Sabatier, économiste prospectiviste qui était avec nous juste avant. Il a notamment dit que l'investissement stagnait, baissait en France, que le chômage de masse était persistant et qu'il allait continuer et qu'il allait persister, que la France faisait face à une perte de compétitivité. Vous commencez à aborder un peu le sujet. Qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à tout ça? Je vais vous dire d'abord la première chose, c'est que l'économie, je parle sous le contrôle de Philippe, l'économie n'est pas une science exacte. Sinon, ça se saurait. Sinon, à chaque fois qu'un gouvernement fait des prévisions économiques, elles seraient validées. Donc, une économie n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. C'est-à-dire que la psychologie est absolument fondamentale. Et actuellement, la France ne peut pas se redresser. D'ailleurs, quand on a des taux de croissance, effectivement, le budget a été basé sur une croissance de 1% qui ne sera certainement pas atteinte, mais même 1%, c'est minable, 1%, c'est l'épaisseur du trait. Hein. On a des pays qui sont plus riches par habitant que la France, je pense à Singapour, et qui ont des taux de croissance très supérieurs. 1%, c'est zéro. 1% avec 2,3% d'inflation, on est en régression. En plus, le poids de la dette. Donc là, on est vraiment en négatif. Oui, quand on voit que Macron a endetté la France de 1 000 milliards d'euros, et il se flatte d'avoir une meilleure croissance que l'Allemagne de quelques pouillèmes de points. Mais normalement, quand on dépense 1 000 milliards d'euros, on aurait dû avoir des taux de croissance de 20% par an pendant 5 ans, si ça avait été fait dans l'investissement. Faire au moins aussi bien que les États-Unis. Voilà, exactement. Donc le problème de base de l'économie, c'est que d'abord et avant tout, l'économie, ça s'intéresse au futur, l'investissement des entreprises, l'investissement des ménages. Les ménages consomment ou ne consomment pas en fonction de l'image qu'ils se font du futur. Mais quand ils ont le sentiment que la France est en train d'être détruite, quand beaucoup de jeunes n'ont plus qu'une seule, et de moins jeunes n'ont plus qu'une seule envie, c'est de s'en aller. Et des retraités, c'est de s'en aller aussi. Si vous voulez, tout ça, la base numéro 1 du redressement, c'est de redonner aux Français confiance dans leur propre pays. Et ça, c'est pas quelque chose d'économique, mais c'est essentiel pour l'économie. Deuxièmement, l'économie, c'est une science qui est, comment dirais-je, contradictoire dans les termes, il y a pas, tout est dans tout et réciproquement, comme avait dit Pierre Dac. Par exemple, je vois des gens comme monsieur David Lisnard, lui qui dit c'est très facile pour diminuer les dépenses de l'État, je vire 600 000 fonctionnaires. Il y a des gens qui croient ça. Mais 600 000 fonctionnaires, d'abord, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils les trouvent. Parce que vous savez, la France, c'est un pays où il y a toujours trop de fonctionnaires en général et pas assez en particulier. Donc il faudrait qu'ils nous disent combien il va supprimer de postes de policiers, combien il va supprimer de postes de magistrats, combien il va supprimer de postes dans l'éducation nationale, combien il va supprimer de postes dans les hôpitaux et la santé. Puis on verra qu'à ce moment-là, il dira ah ben non, pas là, ah ben non, pas là, ah ben non, pas là, ah ben non, pas là. Il restera quoi? Les collectivités locales? Oui, mais alors là, ce sont des réseaux parce que ils ont des élus, tout le monde est à la gamelle. Nous, dans notre programme, par exemple, on propose la suppression pure et simple des régions comme collectivités locales, la division par 2 du nombre de conseillers départementaux, la division par 2 du nombre de députés. Mais là, on peut le faire parce que nous n'avons justement pas de députés et on n'a pas de conseillers généraux. Mais quand tous ces partis politiques vont à la gamelle, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça, c'est le premier point que l'on peut objecter à des propos style de monsieur Lisnard. Mais il y a une autre conséquence. On l'évoquait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on on diminue drastiquement les dépenses de l'État, on plonge le pays en récession. Parce que les recettes vont... imaginons qu'on vire 600 000 fonctionnaires, ça fera peut-être, je sais pas, 400, 500 000 foyers, parce que parfois il y a des couples de fonctionnaires, qui ne vont plus consommer.
qui vont être dans la précarité. Alors, je ne parle même pas, du risque de révolution politique générale. Mais même s'ils acceptaient ça, on a une diminution des recettes qui va très largement amputer l'intérêt qui est prévu. C'est comme j'ai vu les vaticinations de Madame Knafo. Alors Madame Knafo, elle a eu droit à un numéro spécial de 60 pages dans Valeurs Actuelles. On la présente sur les réseaux sociaux. Elle a un plan pour sortir. Elle a sorti toute une série de dépenses. J'ai regardé ça. C'est vraiment se foutre du monde. C'est se foutre du monde. Il y a plus de la moitié de ce qu'elle propose qui est interdit par l'Union européenne, où elle veut rester d'ailleurs. Et le reste, justement, ce sont des mesures qui auraient des effets dépressifs et déflationnistes considérable. En revanche, Madame Knafo, comme M. De Villiers, comme M. Bardella, comme Madame Maréchal, etc., ne s'attaquent pas au fond du problème, qui est notre appartenance à l'euro qui est surévaluée, notre appartenance aux traités européens qui nous imposent en définitive les délocalisations industrielles, puisqu'on n'a pas le contrôle des mouvements de capitaux. Vous avez peut-être suivi, il y a un scandale là, en ce moment, il y a une espèce de comment dirais-je, de spin-off, comme on dit, de petits joyaux qui émanait d'EDF, qui s'appelle Exaion, vous savez, qui a eu l'idée, à partir notamment de toute l'énergie nucléaire produite par des centrales nucléaires, de faire du minage de Bitcoin. Vous avez suivi ça. Bon, c'est un truc d'avenir. Ça va être vendu par le deuxième possesseur de Bitcoin dans le monde, qui s'appelle Marathon, c'est un truc américain, qui va acheter ça. Il a proposé d'acheter ça 20 millions d'euros. Mais d'après les spécialistes, ça vaut au moins 3 milliards d'euros. Et puis il faudrait que la France conserve ça. Et c'est passé par quoi? C'est passé par la direction du Trésor. Je ne sais pas qui a donné son accord. Ça pue la corruption à plein nez. On ne peut pas vendre un truc pareil. Mais si on avait le contrôle des mouvements de capitaux, comme la France l'avait jusqu'en 1986, comme la Chine a le contrôle des mouvements de capitaux, l'Inde, enfin tous les pays qui se développent contrôlent leurs mouvements de capitaux à l'entrée comme à la sortie, et là on pourrait dire, attendez, une pépite comme celle-là, on ne va pas encore la brader à des intérêts américains. Donc le problème, il vient de là, c'est que la France, elle est aux quatre vents, que ce soit sur en matière de capitaux, d'entrée des personnes. Vous savez que la politique de la Commission européenne, c'est de faire entrer 4 millions de migrants par an tous les ans, ce que à la droite et à l'extrême droite, personne ne dit. Parce qu'il y a le grand tabou, et puis j'en arrêterai là, le grand tabou dans la société française, on n'a pas le droit de remettre en cause, sur les chaînes de grande écoute, on n'a pas le droit de remettre en cause notre appartenance au dogme de la construction européenne. Justement, voilà. Sur l'Europe, monsieur Philippe Béchal, l'Europe, elle contraint réellement économiquement la France aujourd'hui? Absolument. Pratiquement 80% des lois, mais le plus souvent d'ailleurs, ça se transforme en décret, ça émane de Bruxelles. Je parle sous le contrôle de François, je crois qu'il n'y a que 17% des lois qui sont réellement discutées à l'Assemblée et adoptées après amendement, etc. Le reste, ça passe sous forme de décret. Et je pense qu'on a là un peu la racine du mal. Alors, la France peut se vanter d'avoir inventé le concept des usines sans ouvriers. Peut-être un héritage des modèles des années 70-80, quand c'est effectivement les ingénieurs, les gens qui sortaient de Normal Sup, des mines, des ponts, et qui faisaient que la France avait des TGV, avait des Concorde, construisait des centrales atomiques. Bref, on pensait qu'on avait une super matière grise et qu'on pouvait effectivement délocaliser les ouvriers et le carbone qui va avec, vers l'Asie, vers l'Europe de l'Est, vers le Maghreb, ce qui a été fait massivement. Donc on a exporté la production, je dirais, physique, et qu'est-ce qu'on a importé à la place? Des normes. En fait, la France ne produit plus rien. En revanche, c'est une usine à produire des normes et des taxes. Et donc, pour cette profusion de normes, il faut évidemment des gens pour les contrôler. Voilà. Donc, si on avait des usines, on aurait des contrôleurs qualité. Là, on a des gens qui vous soumettent à des demandes permanentes de renseignements, de mise aux normes coûteuses. Et si vous ne le faites pas en temps et heure, vous êtes mis à l'amende. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un chef d'entreprise? C'est remplir des CERFA, remplir des demandes d'autorisation ou se voir imposer des normes anti-pollution, etc.
par l'Europe. Et la plupart des gens qui étaient dans les usines, aujourd'hui, ils se sont reconvertis, ou en tout cas leurs enfants, eux, leur ambition, c'est de se dire, moi, stabilité de l'emploi, je vais devenir un fonctionnaire qui contrôle des normes. Et que Monsieur Lisnard, peut-être que c'est un peu violent d'annoncer la suppression de 600 000 fonctionnaires, mais on nous cite toujours, oui, mais alors on va supprimer des policiers, on va supprimer des infirmières. Mais pas du tout. Le nombre d'infirmières est constant, même il diminue. Le nombre de policiers, il progresse à peine depuis 20 ans. Qu'est-ce qui progresse dans les effectifs de l'hôpital, de la santé, de l'éducation nationale? Il y a moins de profs aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'enfants. Il y a moins de profs, et pourtant il y a plus de salariés à l'éducation nationale. Donc c'est pas des profs, c'est pas des infirmières et c'est pas les policiers qui font des rondes qu'il faut supprimer. C'est l'armée mexicaine qui a derrière, avec des gens qui contrôlent et d'autres qui contrôlent ceux qui contrôlent et d'autres qui contrôlent ceux qui contrôlent ceux qui contrôlent. Mais c'est même pas une caricature, c'est la description. Jusqu'au point d'ailleurs où il y a beaucoup de fonctionnaires et j'en connais qui me disent en réalité, je sais pas vraiment ce que je fais, parce que finalement, je fais, mais un autre va décider si ça passe ou si ça passe pas. Donc, on a effectivement un surnombre de fonctionnaires énorme. Prenez l'éducation en Allemagne. Les administratifs, ça représente même pas un tiers de la masse salariale. En France, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, ça représente plus de 50%. Plus de 50% des gens payés par l'éducation nationale n'enseignent pas. La moitié des gens payés dans l'hôpital aujourd'hui ne soignent pas. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs et vous voyez tout de suite pourquoi M. Lisnard n'a pas complètement tort. Regardez comment ça fonctionne à Singapour, dans les Émirats. Je parle de choses que je connais un petit peu. Le système fonctionne merveilleusement. Si vous attendez plus d'1 heure aux urgences à Dubaï ou à Singapour, vous pouvez commencer à remplir un petit papier en disant donc, ça ne fonctionne pas. Et vous voyez qu'au bout du compte, si vous payez une mutuelle pour être bien pris en charge et par des gens compétents, ça coûte aujourd'hui moins cher. En tout cas, si vous êtes dans des salaires, on va dire au-delà de 70 000 euros en France, à s'expatrier à Dubaï, à Maurice, à Singapour, si vous prenez une mutuelle, ça vous coûtera moins cher que les cotisations de la Sécu où vous allez passer 8 heures en moyenne aux urgences. Voilà où nous en sommes. Donc oui, pour des gens qui ont des revenus faibles, notre système gratuit, même s'il est extrêmement long pour ceux qui attendent des soins, oui, c'est encore un avantage. Mais passer un certain niveau de revenus, moi je le dis, regardez ce qui se passe à Singapour, à Dubaï et dans d'autres pays. Alors pas les États-Unis, on en est d'accord. Mais vous avez aujourd'hui une meilleure prise en charge, des soins de meilleure qualité, avec tous les scanners, tous les IRM, tout ce que vous voulez à profusion, y compris à l'île Maurice. Et pourquoi en France, on continue de s'enfoncer par rapport à tous ces pays où je le répète, le coût de l'enseignement, de la sécurité, des soins est aujourd'hui moins cher qu'en France. Alors Philippe, les tensions aujourd'hui, actuellement, elles sont quoi? Elles sont économiques et budgétaires ou bien elles sont plutôt culturelles, voire identitaires? On mêle un petit peu de tout. Qu'est-ce que c'est que la culture française? Si vous écoutez, comme dirait François, le cinglé de l'Élysée, la France n'a pas de culture. Voilà. On a des schémas. Alors c'est vrai qu'on a hérité un petit peu de l'immédiate après-guerre, du Conseil de la Résistance. C'est devenu des totems. Alors on n'a jamais voulu les réformer, mais je le répète aussi parce que ces espèces de précarés ont été, on va dire, préemptés par certaines forces politiques. Et c'est devenu quelque part aussi un peu leur vache à lait financier et également leur réserve de voix dans les élections. Donc on ne va pas réformer quelque chose où on sait qu'on risque de perdre des électeurs, où on risque de perdre une partie de ce qui remplit la gamelle. Et la France, c'est ça, de très belles idées et dans les faits, un fonctionnement
dont il faudrait se débarrasser réellement. Donc la France a un vrai problème de logiciel. Le vrai problème, évidemment, on l'entend en ce moment, c'est faire payer les riches. On est toujours le riche de quelqu'un. Avant, être riche, c'était avoir, je ne sais pas, 100 millions. Aujourd'hui, pour un ponctionnaire de Bercy, le riche, ça commence à 4 000 euros. Et puis bientôt, ça sera 3 000. Et aujourd'hui, un retraité à 1 600 euros, c'est un retraité riche. Parce qu'en fait, dans la moyenne statistique, les retraités auraient plus de moyens que les actifs, ce qui est une tartufferie, un mensonge éhonté. Oui, effectivement, quand vous faites la moyenne des retraités, la masse d'épargne consommable, elle est peut-être supérieure à ceux qui sont dans la tranche 20, 22, 40. Mais la réalité, c'est que quand vous faites rentrer M. Bernard Arnault dans un bar, d'un seul coup, ce bar devient le bar où on a les gens les plus riches de France. Parce que si vous avez 20 clients dans le bar, divisé par la fortune de M. Bernard Arnault, chacun possède 25 milliards. Donc, voilà, avec la statistique, on vous fait croire absolument n'importe quoi. Donc la France a un vrai problème de logiciel. Et une partie de ce logiciel, c'est on peut toujours aller se servir dans la poche de celui qui a créé de la richesse. Parce que si on s'est enrichi, c'est que forcément, ça s'est fait au détriment de quelqu'un d'autre. Or, aujourd'hui, qui s'enrichit au détriment des autres? Là, je rejoins un petit peu Monsieur Lisnard. Ce sont des gens qui sont employés pour contrôler ceux qui produisent de la richesse, pour mettre à l'amende ces mêmes créateurs de richesse. Eux, on ne leur demande jamais de compte. Eux, on ne les a jamais au téléphone. Je vous fiche mon billet quand vous avez un petit problème. On vous a dit, voilà, il fallait vous mettre aux normes, etc. Vous dites, mais j'ai un souci, j'arrive pas à trouver le fournisseur qui que. Vous n'avez plus personne au téléphone. On n'a jamais eu autant de fonctionnaires et il n'a jamais été aussi difficile d'en avoir un au téléphone pour vous aider à résoudre vos problèmes. Avant l'informatisation complète des procédures pour obtenir un permis de conduire, un passeport, une carte d'identité, il fallait entre 15 jours et 3 semaines. Aujourd'hui, il faut entre 5 et 6 mois. Voilà, plus on a de fonctionnaires, moins ça fonctionne. Il faut donc là qu'on remette ça à plat. Ok, Monsieur Asselineau, même question. Les tensions actuelles, elles sont économiques, budgétaires ou... Oui, je voudrais quand même répondre à beaucoup de choses ce qu'a dit Philippe. D'abord, la première chose, il prend, comme beaucoup de commentateurs, il prend des exemples en citant Dubaï, en citant Singapour. Je suis d'accord, je connais bien Dubaï, je connais bien Singapour. Il faut très simplement remarquer que Singapour, c'est un État dont la superficie est la moitié de celle de l'Île-de-France. C'est l'île de Montréal. Voilà. Donc, au passage, toutes les personnes qui évoquent ce genre d'argument, finalement, montrent la vanité, l'absurdité, l'imbécilité du principe même de la construction européenne qui nous explique que si on n'est pas un État-continent énorme, on ne pèsera plus rien dans le monde et on sera malheureux. C'est le contraire qui est vrai. D'ailleurs, si on prend les 10 États les plus petits du monde, ou les 15 États les plus petits du monde, et les 15 États les plus grands, vous découvrirez que le PIB par habitant des 15 les plus petits est de loin supérieur aux 15 plus grands. Alors les gens me disent, oui, mais Monaco, ça compte pas. D'accord. Le Liechtenstein, ça compte pas. D'accord. Le Singapour, ça compte pas. D'accord. Hong Kong, ça compte pas. D'accord. Luxembourg, ça... Mais au bout du compte, c'est quand même la vérité. Voilà. Alors que si vous mettez les grandes masses que sont l'Inde, que sont le Pakistan, que sont le Bangladesh, etc., vous apercevez qu'en fait, les États-continents, ça pose problème. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis assez d'accord, je ne vais pas être là parce que moi je suis d'origine fonctionnaire, je ne vais pas me donner le ridicule de défendre les fonctionnaires de façon générale. Je suis d'accord qu'il y a certainement du cynisme qui s'est développé avec des raisonnements. Le Parti socialiste, pour ne pas le nommer, qui a fait son beurre, sa carrière électorale avec ce genre de fonctionnement. Je voudrais quand même dire autre chose, c'est que la France, les Français, on a une histoire particulière qui n'a rien à voir avec l'histoire des États-Unis, rien à voir avec l'histoire des pays scandinaves, etc. Nous, en France, on a un État centralisé qui a fait la France. On aurait pu ne pas avoir de France. Il y a une frontière naturelle sur les côtes, avec les Pyrénées et les Alpes, mais à l'intérieur de ça, il n'y a pas de frontière naturelle dans tout ce qui est le nord-est.
Et on aurait pu avoir, par exemple, si la bataille de Bouvines, le beau dimanche de Bouvines, si Philippe Auguste avait été battu par la coalition européenne, peut-être qu'on aurait eu des morceaux, on aurait pu avoir plus que voilà, c'est une grande plaine vers le nord. Il y a eu un État centralisé qui s'est fondé, notamment à partir de Louis IX, que les habitants du royaume ont demandé et obtenu dont ils ont demandé et obtenu la canonisation qui est devenue Saint-Louis. On a eu un État qui est depuis, je le rappelle quand même, depuis maintenant 800 ans, qui assure la justice sociale entre les Français. Et les Français sont les fruits d'une histoire monarchique, ce que De Gaulle avait d'ailleurs parfaitement compris en faisant sa constitution qui était crypto-monarchique. Et les Français, quand il y a un problème, se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État. Alors on peut dire que c'est pas bien, on peut dire regardez mais ça coûte cher. Mais ça a marché. Comme le disait Philippe, dans les années 60-70 du XXe siècle, excusez-nous, la France avait quand même le premier électricien du monde, EDF, dont on disait d'ailleurs que c'était la seule entreprise soviétique au monde qui marchait bien. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de co-gestion avec la CGT. Mais enfin, c'était quelque chose de fantastique. Avec d'ailleurs les entreprises autour, comme Framatome, par exemple, qui damaient le pion à Westinghouse. Moi, j'avais accompagné Chirac, on avait vendu des centrales nucléaires en Chine. Le TGV, c'était également le fruit de la SNCF. L'aérospatial, enfin le Airbus, c'était le fruit d'une coopération où l'État était très présent. Donc dans toute une série de grands domaines, le Concorde, etc., c'était l'application de ce que De Gaulle avait dit. Il disait, en France, pour les grands projets, il faut mettre de l'État, sinon ça merdoit. Alors je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont se récrier, mais c'est la réalité historique de la France. La réalité historique, c'est que Louis XIV, ça remonte à Colbert, les grandes manufactures, les Gobelins, la Galerie des Glaces, on était le seul pays au monde parce que c'était l'État qui l'avait voulu. On est ainsi câblé. Or, la construction européenne revient en fait à détruire l'État, petit à petit, à lui retirer toutes ses prêts et à nous imposer un faux self, comme dirait un psychanalyste, c'est-à-dire les Français doivent être libéraux. Mais les Français ne sont pas libéraux. Voilà. Et donc, face à ça, on a le développement d'un cynisme généralisé dans toute la société française, un peu comme le cynisme qui s'était développé en URSS. Parce que la construction européenne emprunte énormément de traits à la construction du socialisme, en définitive. Vous savez ce que disaient les soviétiques, ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. Bon, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en effet, on a des poches de sous-productivité, de blablateux, dont d'ailleurs Macron j'allais dire, est la quintessence. Si vous voulez, il est l'allégorie même de la France d'aujourd'hui. Il blablate. Macron, c'est quelqu'un qui est dans le blabla, qui pond des espèces de textes qui ne veulent rien dire au bout du compte. Est-ce que je dois rappeler ici qu'il avait annoncé qu'on allait construire 10 RER dans les 10 plus grandes villes de France, qu'on allait avoir un port qui allait aller de Lyon à Marseille, qu'on allait avoir des gigafactories. Mais il n'a plus aucun pouvoir, donc il blablate. Et moi, c'est ça que je vois, c'est une espèce de développement de nécrose, un peu de type soviétoïde, qui a envahi la société française. Et comment ça s'est passé, la sortie de l'URSS, d'ailleurs? Ça s'est sorti par un drame, mais ça s'est sorti par... C'est pareil pour la fin du communisme en Chine, même si c'est toujours un parti communiste qui dirige la Chine officiellement. Mais en réalité, c'est un pays qui n'est plus du tout communiste. Enfin, plus du tout. Il a des restes quand même. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les deux cas, on a remis sur le devant de la scène l'intérêt national. On a remis la filiation historique. Demain, sortons de l'Union européenne. Expliquons aux Français que notre monnaie, il va falloir la défendre. Que nous, maintenant, on est dans la cour des grands, qu'on doit remettre au travail tous les ingénieurs. Pourquoi on avait une ingénierie fantastique dans les années 70-80? Maintenant, les ingénieurs, les gens qui sortent de Polytechnique, ils vont sur les marchés financiers. Les ingénieurs qui, en Chine, eux, d'abord, ils en sortent plusieurs millions par an. Nous, on en sort 50 000. Mais en plus de ça, c'est ce qui se passe en Chine est absolument phénoménal. Ils sont en train de faire des usines
sans aucun ouvrier. Avec des usines, il y a une usine de fabrication de téléphones, ils en sortent un comme ça toutes les secondes, sans ouvrier. Vous vous rendez compte? C'est gigantesque. C'est gigantesque. On va être complètement marginalisé. Et l'Europe là-dedans, parce que moi je veux bien qu'on explique il y a trop de fonctionnaires en France, mais enfin, globalement, l'Europe ne se porte pas bien. Même l'Allemagne se porte mal. Il y en a qui se portent plus ou moins bien. Bon, on dit que le Portugal, ça y est, il a réussi. Alors on fait des trucs, voilà, mais d'ailleurs qui ne sont ni dans le marché de l'énergie et qui sont bénéficiaires nets des fonds européens, alors que nous, on est des contributeurs nets. Ne l'oublions jamais. La ponction, quand on nous retire chaque année peut-être 15 milliards d'euros, c'est un effet récessif pour nous, pour la France. On augmente de 6 milliards cette année notre contribution. Comment? 6 milliards. On paye, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. On se fait céder aux 80 pour financer les concurrents. Donc on a l'ensemble du continent européen se porte quand même très mal. Et l'ensemble du continent européen verse en fait dans ce cynisme. Donc la lutte numéro 1, je pense, et là je pense que Philippe et tout le monde peut être d'accord, il faut rendre aux Français goût et confiance dans leur propre pays. Il faut qu'ils n'aient plus envie d'être cyniques. Il faut qu'ils aient envie, quand ils vont au boulot, j'allais dire, un peu ce qui était quand dans les années 60, si vous voulez, on mettait des projets, il y avait la Caravelle, il y avait le paquebot France, il y avait le réseau autoroutier, il y avait le réseau des centrales nucléaires, il y avait le Concorde, il y avait Airbus. Et qui mettait tout ça en musique? C'était le Colbert de l'époque, qui s'appelait Paul Delouvrier. Alors, en partie. Monsieur, vous dites qu'il faut redonner de l'espoir, de la confiance. Mais ça ne passera pas par... Si vous voulez, la confiance, c'est comme l'amour. Vous pouvez pas dire à quelqu'un « aime-moi ». L'amour, c'est quelque chose qui s'éprouve ou qui ne s'éprouve pas. Ça ne se commande pas, mais ça ne s'achète pas. C'est pareil pour la confiance. Il peut y avoir des preuves d'amour. Oui, mais la confiance, ça ne s'achète pas. Et peut-être qu'il y a une première preuve d'amour qui a été mise sur le tapis actuellement, c'est la condamnation de Monsieur Sarkozy à 5 ans de prison ferme pour le financement de sa campagne. Monsieur Asselineau, comment est-ce que vous comprenez les impacts potentiels de cette condamnation sur la vie politique, sur l'échiquier politique, sur l'accointance que pourraient avoir les Français, que pourraient avoir de nouveau les Français avec leurs hommes politiques? Je me pose la question, comment est-ce qu'on est passé de la preuve d'amour à la condamnation de Sarkozy? Et là, il faut que vous alliez vers un psy, je pense. Parce que là, j'ai pas compris. On va parler de sa rencontre avec Carla. Ce que je veux dire, c'est que les Français ont besoin d'être réconciliés avec leur homme politique. Ce qu'on entend souvent dans le café du coin, c'est qu'ils sont tous corrompus, tous pourris, etc. Est-ce que condamner un ancien président de la République, qui a un geste très fort, est une façon, selon vous, de redonner de l'espoir aux Français, de la confiance aux Français? Alors je sais que sur cette affaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. D'un côté, des gens qui hurlent à la justice politique et au scandale. De l'autre, des gens qui disent que c'est tout à fait normal. Bon, moi, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que il y a quand même, et c'est quand même pas c'est pas Sœur Emmanuel, Sarkozy. Quand il disait qu'il fallait juger les criminels sur l'ensemble de leur œuvre, lui, il a des quantités de dossiers qui arrivent encore. Je pense par ailleurs, à mon avis, que le fait qu'il ait claironné tout ce qu'il a dit, le parquet national financier a fait appel et a fait appel sur d'autres chefs sur lesquels il avait été sur lesquels il était la relaxe. Donc moi je ne sais pas, si vous voulez, les gens qui connaissent le dossier, et puis moi j'ai pas lu tout le dossier, mais tout ce que j'ai cru comprendre, personne d'ailleurs, les gens qui disent que c'est une justice politique n'ont pas lu quand même l'ensemble du dossier. Ce qui est vrai, pour entrer dans le détail, c'est que c'est bizarre qu'il ait été relaxé sur tous les autres chefs, notamment sur financement de campagne électorale, notamment recel d'abus je sais pas quoi, de détournement de fonds et autres. Il a été condamné. Il a été condamné uniquement sur association de malfaiteurs, enfin, si j'ose dire. Mais c'est quand même fondé sur des faisceaux extraordinaires, il me semble-t-il. Bon, voilà. Alors c'est un peu le fait que la justice ait condamné un ancien président de la République, ça pourrait donner à penser, même si effectivement le juge qui s'en est mêlé appartenait au syndicat de la magistrature, on peut quand même donner l'impression. Enfin, je pense que les Français, dans leur majorité, trouvent que tout le monde doit être sous le coup de la loi et qu'il y a quand même une réaction
corporatiste des élites françaises, qui est, ça s'applique à tout le monde sauf à moi. D'ailleurs, Madame Le Pen, elle fait bien partie de la même chose. Voilà. Maintenant, s'agissant pour entrer dans le détail, personnellement, je trouve que dans la mesure où les magistrats ont un très très grand pouvoir, et qui d'ailleurs c'est un contre-pouvoir, ça a été prévu normalement depuis Montesquieu, il devrait y avoir une contrepartie peut-être à ce pouvoir, c'est l'interdiction de se syndiquer, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a des syndicats qui sont très politiques et qui évidemment qui entachent aux yeux du public leur décision. Vous savez, les militaires n'ont pas le droit de se syndiquer, par exemple. On pourrait imaginer que ce soit ça, ou alors que ce soit des syndicats qui aient comme principe fondamental de ne pas traiter de sujets politiques. C'est un sujet qui, d'ailleurs, à mon avis, les magistrats gagneraient à ça, pour assurer leur pouvoir de ne pas prêter le flanc. Mais tout ça, c'est un peu un détail par rapport à tout le reste. Parce que le problème fondamental de la France, vous l'avez dit, c'est que les Français ont une défiance généralisée vis-à-vis de leurs responsables politiques. Mais comment est-ce qu'ils pourraient en être autrement quand on voit la tambouille actuellement entre LR, l'EPS, Macron, c'est incroyable. J'ai vu un communiqué officiel de M. Retailleau, là, qui est sorti hier soir, qui explique que c'est tout à fait scandaleux, que cet accord qui a eu lieu, que tout ça c'est parce qu'ils ne veulent pas passer devant les urnes, et que c'est vraiment la pire des choses. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais en conclusion, ils ne censurent pas. C'est incroyable. La conclusion logique de ce communiqué, c'est d'appeler à la censure. Il ne censure pas, donc il fait partie du truc. Ça, c'est incroyable. Non, mais effectivement, c'est les intérêts personnels passent avant les intérêts des Français. Et de façon plus générale, puisqu'on s'oriente petit à petit vers l'élection présidentielle qui arrive, moi, il y a un appel qu'il faudrait lancer sur ces questions. C'est que il faut absolument que les Français, qu'on leur permette de juger, si vous voulez, en connaissance de cause. Pour les vaccinations, on parle de consentement éclairé. Il faudrait qu'au moment de l'élection présidentielle, les Français, ils aient une bonne connaissance de tous les candidats qui se présentent devant eux. C'est quoi une bonne connaissance ? Une bonne connaissance, déjà, ils savent qu'il existe. Je rappelle que moi, quand j'ai été candidat en 2017, on cherchait les parrainages. C'est très, très, très éprouvant. Il faut beaucoup de militants, etc. Surtout quand on n'en est pas connu. Et vous en avez de plus en plus. Oui, et il n'était jamais question de moi. En revanche, en 2016, tous les médias parlaient de M. Montebourg. Montebourg, c'était le souverainiste, etc. Il se battait pour la France. Donc il y avait un effet de halo. Et nous, on ne parlait jamais de nous. Et nous, moi, je voyais les journées, je disais, mais pourquoi vous parlez tant de Montebourg ? Montebourg ne cherche pas ces parrainages, parce que quand vous cherchez des parrainages, vous avez des centaines et centaines de militants qui vont voir des maires. Vous savez, les maires, ils vous en parlent. Ils vous disent, tiens, on a vu un tel, on a vu un tel. Par exemple, il y a le parti politique le mieux structuré en France pour chercher des parrainages, c'est Lutte ouvrière. Ils ont une certaine habitude, ça va faire le 10e, mais ils sont extrêmement bien structurés. Bon, ça, on le savait. Mais Montebourg, personne. Et quel a été en fait l'objectif de l'opération Montebourg ? C'était l'invisibilisation d'Asselineau. Parce que moi, quand j'ai eu mes parrainages, là, la presse a été obligée de le dire, mais c'était 4 semaines avant le premier tour. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2016, pendant le début de 2017, je n'étais pas question de moi. Et donc, comment voulez-vous qu'en 4 semaines, on arrive à se faire connaître ? En plus de ça, il y avait 11 candidats à l'époque. Normalement, 100 divisé par 11, ça aurait dû faire quelque chose comme 9,1% du temps de parole pour chacun. Et je rappelle que Macron a eu 25% du temps de parole alors qu'il ne s'était jamais présenté à la moindre élection, et que votre serviteur a eu 0,8%. C'est pas beaucoup. Et tout le monde sait, ça a été trop déniché par les Américains, on sait depuis maintenant des décennies entières, il y a une corrélation totale entre le temps de parole dans les grands médias et le résultat dans les urnes. Il est là le problème. Heureusement, on a maintenant cette corrélation tend à se dégrader. On l'a vu en Roumanie, avec l'affaire de TikTok. On l'a vu avec Narendra Modi en Inde, on l'a vu avec Robert Fico en Slovaquie. C'est que maintenant, un certain nombre de peuples ont compris que les médias veulent formater l'opinion et qu'ils ont des moyens qui sont les réseaux sociaux.
jusqu'à ce que d'ailleurs l'Europe et la France interviennent en Roumanie pour faire un coup d'État quasiment, pour chasser le Georgescu qui normalement aurait dû être élu. Mais ça veut dire que, et là il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait que les Français se prennent en main, il faudrait que les Français comprennent que tous les grands médias sont là pour leur imposer un candidat, le candidat des milliardaires, qui veulent continuer à s'enrichir au détriment de l'existence même du pays et de notre niveau de vie. Et tant que les Français n'auront pas compris qu'ils ne peuvent pas faire confiance à des médias qui sont là pour les amener à voter contre leur intérêt le plus profond, la France va continuer à s'effondrer. Et donc en 2027, vous serez le candidat du niveau de vie ? Le candidat du niveau de vie, le candidat des 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, dont je rappelle que 30% venaient de la gauche, 25% venaient de la droite. Voilà. Parce que moi, il n'est pas question... Sinon, vous savez, l'union des droites, l'union des gauches, il s'agit de faire une union avec des structures où les dirigeants sont majoritairement pro-européens. C'est difficile quand on s'appelle François. Ben bien sûr. Évidemment. Philippe, on a bientôt fini le mot de la fin. Je vous en prie, allez-y. Ouais, je pense que là, l'urgence absolue d'ici 2027, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie des faillites des entreprises. 6800. Ouais, c'est ça, qui ont atteint des niveaux records. On va passer le cap des 50 000 sur l'année 2025. Il n'y a aucun autre pays, là encore, je le répète, en Europe, où on observe ce genre de phénomène. Et pour en revenir à ce que disait François, où voit-on de la croissance en Europe? Uniquement dans les pays qui n'ont pas l'euro. Suisse, Norvège, et alors la Pologne, magnifique transfert positif vers la Pologne. Et ils ont le zloty. Donc la Pologne... Et accessoirement 15 milliards d'euros de bénéfices nets de subventions européennes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, ils sont receveurs nets. Donc, endiguer l'hémorragie des entreprises telle qu'on l'observe, mais qui provient de quoi? Effectivement, de l'explosion des coûts énergétiques, puisqu'on ne fait pas une économie si on n'a pas une énergie bon marché. Et ça, Trump, alors là, on peut lui reprocher énormément de choses, son inhumanité, les déclarations qu'il a faites en Égypte pour certains sont révulsantes. Mais au moins il a compris ça, il faut de l'énergie pas chère et il faut des capitaux abondants. Donc c'est pour ça qu'il veut que la Fed mette les taux à zéro ou quasiment. Bref, planche à billets, tout ce qu'on veut. Donc énergie pas chère et de la corne d'abondance monétaire. Voilà, ça au moins il a compris ça. Nous, en France, on a réussi à doubler quasiment, et même plus pour certaines entreprises, tripler le coût de l'électricité en l'espace de 4 ans. Donc ça, c'est un suicide absolu. La deuxième chose, d'où proviennent l'essentiel aujourd'hui des faillites d'entreprises? Comme le disait Pierre Sabatier avant nous, le fait que le logement est littéralement sacrifié, mais je dirais presque par idéologie, par l'hôte de l'Élysée depuis le début. Son ennemi, c'est la rente, soi-disant, comme si le logement était un objet de spéculation, comme aujourd'hui les valeurs de l'IA, qui se payent 100 fois, 200 fois, 500 fois les bénéfices. Enfin, là, il y a peut-être un holà, il faudrait mettre un holà. Le logement, non, ce n'est pas un objet de spéculation. C'est un besoin primaire, effectivement, le deuxième dans la pyramide de Maslow. Bon, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont au sommet de la pyramide, et ce qui se passe en bas, ils n'en ont même pas l'écho. Et donc, comme le logement est sacrifié, et à tel point d'ailleurs que plusieurs gouvernements successifs ont été annoncé, vous avez le porte-parole qui arrive sur les marches de l'Élysée. Alors moi je coche évidemment quels sont les ministres d'État, donc la hiérarchie. Et puis après ça on descend, ministre des anciens combattants, il ne reste plus beaucoup. Et puis on arrive pratiquement à la 30e ligne de la liste. On a 36 ministres. Je rappelle qu'en Allemagne il y en a 17 et en Suisse il y en a 7 ministres. Voilà. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Et quand on arrive donc au 30e, on découvre qu'il y a éventuellement un secrétaire d'État au logement. Mais dans certains gouvernements, il n'y avait même pas. Ils avaient oublié le logement, qui est juste le premier poste de dépense des Français, a un besoin fondamental. Il n'y a pas de ministre. Et par contre, vous avez à Bercy des gens qui suppriment les unes après les autres toutes les niches fiscales, les incitations à construire des logements. Donc vous avez des destructeurs de l'immobilier à Bercy et aucun ministre du logement. Et le résultat est quoi?
eh bien que parmi les 50 000 entreprises qui mettent la clé sous la porte, vous en avez maintenant quasiment la moitié qui sont des entreprises qui étaient liées au bâtiment. Il ne se construit plus rien. Donc, on a des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent, alors que ça, c'est une des dernières choses sur lesquelles l'Europe n'a pas la main. On pourrait décider un peu à la chinoise qu'on relance l'immobilier. Et donc là, au moins, on a un levier qu'on maîtrise entièrement. L'immobilier en Chine, c'est pas l'exemple qu'il faut suivre pour le moment. Mais peu importe. L'idée, c'est qu'en Chine, on annonçait 5% de croissance. Si au mois de novembre, il manquait 1,5% pour atteindre les 5%, on mettait en chantier 300 tours et on avait les 5%. Voilà. Mais en France, on a un vrai besoin, alors qu'en Chine, ils ont 65 millions de logements inoccupés. En France, on a plus de 5 millions de gens mal logés. Donc là, il y a un besoin absolu. Et aujourd'hui, l'hémorragie d'emploi, c'est justement dans ce secteur où on a les plus grands besoins. Et le deuxième secteur où l'hémorragie est terrible, et y compris en Allemagne, en Autriche, c'est l'automobile. Et en Allemagne, on est à 40 000 annonces de suppression d'emplois pour la seule année 2025. C'est du jamais vu. C'est gigantesque. Même en 2008-2009, on n'a pas vu ça. On n'a jamais vu ça. Et là, on est là dans la problématique des normes environnementales. Un peu aussi pour le logement d'ailleurs en France. Oui, exactement. Que les catégories DPE, tout le marché de l'immobilier est gelé, c'est le cas de lire en France. Et on en exclut même. Maintenant, en fait, la France est un pays où on préfère avoir des gens qui dorment dans la rue plutôt qu'ils logent dans une passoire thermique. Voilà. Au motif que il y aurait des déperditions de chaleur ou de on préfère que les gens n'aient pas la possibilité d'être logés. Et qui n'est pas la clim d'ailleurs, parce que cet été, on nous a fait tout un truc, une espèce de propagande, un rouleau compresseur quand on a eu 3 jours où il a fait plus de 35 degrés, où il faisait 25 la nuit. Vous imaginez, ça, en Inde, c'est 7 à 8 mois par an. Et on disait aux France, ah non, mais n'achetez pas de clim, n'en installez pas, parce que ça participe au réchauffement. Bon, moi j'étais à Delhi Noël dernier, c'est une ville de 32 millions d'habitants. La pollution de la ville de Delhi à elle seule est supérieure à celle de la France entière. Et chaque année, il y a 500 000 habitants de plus. Donc vous imaginez que nous, quand on se met des ZFE, etc., en disant on va réduire, on va mieux respirer dans le centre de Lyon, de Grenoble, etc., avec des ayatollahs de l'écologie, c'est dérisoire. Je crois que quelqu'un a fait le calcul. L'impact de toutes les mesures qu'on prend en France, ça pèse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 54% du réchauffement de la planète. Et chaque année à Delhi, il s'installe autant de clim que pratiquement dans toute l'Europe entière. Et elles vont fonctionner 9 mois par an. Donc, vous voyez, on est dans des idéologies, mais on est en train d'en crever. Et on ne veut pas changer de logiciel. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Il faut changer de logiciel. Donc, si j'ai bien compris, un logiciel politique, économique, environnemental, les choses sont à bousculer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce matin. Monsieur Asselineau, Philippe Asselineau, président de l'UPR, Philippe Béchade, éditorialiste, économiste. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup, notamment sur nos réseaux sociaux, puisque vous avez été nombreux à nous regarder en direct, à commenter. J'ai vu beaucoup de commentaires passer. Malheureusement, pas pu les intégrer dans mes questions parce que le temps passe trop vite. Et écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre ces débats et commenter l'actualité politique et économique française qui est en pleine crise. Je vous souhaite une excellente journée sur Téléfinance.